Je regarde encore avec plaisir cette photographie de la famille de ma mère, une photographie que j'ai vue des centaines de fois. Et je me suis dit, est-ce que les boîtes de photos de famille dans lesquelles elle se trouvait, ça existe encore, ce concept de jeter dans la boîte les photos qui traînent dans la maison? J'ai l'impression que non. Mais je dis que c'est une perte. Mon nom est Jean Doyon et bienvenue dans ma chaîne YouTube. Je m'explique. Quand j'étais enfant ou jeune adolescent, il y avait à la maison une boîte, probablement une boîte à chapeau que ma mère avait transformée en boîte de photos, qui était pleine de photos pêle-mêle, noir et blanc, froissées, jaunies, en couleur, quelques Polaroids. Et on s'amusait de temps en temps à regarder ces photos. Mais est-ce que ce type de boîte existe encore? Est-ce que dans les familles d'aujourd'hui, on prend soin, enfin, d'avoir une telle boîte? Je sais que dans ma maison, il n'y en a pas vraiment eu de boîte comme celle-là. Rapidement, on les a mis ça dans des albums qu'on ne regarde à peu près jamais. Au cours des 50 dernières années, la photographie, le monde de la photographie, a énormément changé. Bien sûr, vous allez me dire le numérique qui a tout balayé, qui a balayé littéralement l'argentique. Mais pas seulement au niveau des amateurs, au niveau des gens, mais au niveau de l'industrie. Il y a des géants qui sont tombés. Qu'on pense par exemple à Kodak, qui disait photographie, disait Kodak. Mais c'est terminé. Mais avant l'arrivée du numérique, il y a eu quelques transformations quand même dans la deuxième demi du 20e siècle. Par exemple, les appareils instamatiques qui sont venus très populaires, les petits appareils compacts, même que Kellogg donnait des cadeaux dans ses boîtes de céréales. Et puis, le loisir de faire de la photographie a gagné une certaine popularité. Ça a changé parce que dans la première demi du 20e siècle, on photographiait des événements spéciaux, les mariages, les baptêmes, ce genre de trucs, et les réunions de famille. Et tranquillement, avec l'apparition de ces petits appareils, on s'est mis à photographier la vie de tous les jours. On a photographié moins de groupes, plus d'individus, notamment plus d'enfants, pas seulement leur baptême et leur première communion et leur entrée à l'école, mais aussi leurs jeux, leur folie, etc. Moins de photographies mises en scène, si vous voulez, les garçons d'un bord, les filles de l'autre, les petits en avant, les grands en arrière, mais plus de choses spontanées. À l'époque de l'argentique, faire de la photographie, c'était coûteux, c'était assez cher. Il fallait acheter un appareil, il fallait acheter de la pellicule chaque fois qu'on voulait faire des photos, il fallait aussi les faire développer. Dans la première demi du 20e siècle, d'ailleurs, de ne pas avoir de photos de famille était un signe de pauvreté. Et dans la deuxième demi, ne pas avoir de photos de famille, c'est un signe de désintérêt de la famille. C'est pas moi qui le dis, c'est la sociologue et photographe française Irène Jonas. Aussi, faire de la photographie, ça demandait qu'on ait un peu d'argent pour se payer des appareils. Les 35 mm à l'époque, je me souviens des années 70, c'était assez cher, 300 $ pour un Minolta, quelques 500 $ et plus pour un Nikon. À l'époque, les salaires n'étaient pas très élevés. Je me souviens que comme jeune homme, les premiers emplois que j'avais, mon salaire annuel était autour de 10 000 $ et moins. Alors, un appareil de 500 $, c'était une petite fortune, il faut le dire. Et ça prenait aussi un certain savoir-faire. Il fallait connaître les principes de base de la photographie, les ASA, comme on disait à l'époque, la vitesse d'obturation, l'ouverture, etc. Si on regarde ce qu'on faisait avant de partir en vacances, par exemple, dans les années 70-80, on se demandait combien j'ai besoin de films avant de partir. 3 rouleaux, 4 rouleaux, des 24 poses, des 36 poses. Est-ce qu'on veut du noir et blanc? Est-ce qu'on veut de la couleur? Est-ce qu'on veut des diapositives? Et une fois qu'on avait mis le rouleau dans l'appareil, ça en était fait. C'était en noir et blanc, à 400 ASA par exemple, ou c'était en couleur, du Kodachrome, etc. Donc, si on regarde la démarche, il y avait donc l'achat de la pellicule, on part en vacances, on fait des photos, mais forcément, comme on est limité dans le nombre et que c'est assez coûteux, on n'est plus
prudent sur le clic, si on veut, qu'aujourd'hui. Bon, on fait les vacances, on prend des photos, on revient avec nos 3-4 rouleaux, on dépose ça dans des grands magasins grande surface ou dans des magasins spécialisés pour le développement. Et là, on attend quelques jours, patience, patience. Puis enfin, on va les chercher, on nous remet ça. Et souvent, là, c'était, il faut bien le dire, la déception. Parce que, bon, il y a des photos qu'on oublie qu'on a faites, le sujet a bougé, on a cliqué trop tard, c'est mal cadré, le foyer n'est pas au rendez-vous, et 2-3 photos dont on espérait beaucoup, finalement, elles sont pas vraiment très bonnes, etc. Déception, déception. Tout ça coûtait très cher. Vers les années 2000, la photographie numérique a connu du succès relativement rapidement. Les photographes professionnels ont résisté un certain temps, puis graduellement sont venus au numérique, voyant tous les avantages que ça pouvait avoir. Ça peut sembler coûteux au départ, mais on peut encore aujourd'hui avoir un appareil photo numérique pour moins de 100 $. À l'époque, le premier appareil numérique qui était complètement ridicule, qui faisait 480 par 640 pixels, j'avais payé ça à rabais à la source, quelque chose comme 250 $. Évidemment, une fois que vous avez l'appareil et une carte mémoire, il n'y en a plus de dépenses, là. Vous faites vos photos autant que vous voulez. Si c'est pas bon, vous l'effacez sur le champ. Vous la voyez tout de suite dans l'endos de votre appareil. C'est plus du tout le même rapport, là. Pas la même chose. Puis une fois que vous avez terminé de faire la photo, vous les transférez pour les stocker dans votre ordinateur, vous formatez la carte et on commence. Il n'y en a plus de dépenses. Donc, c'est évident qu'on est rapide sur la gâchette. On mitraille. La deuxième vague de la révolution du numérique, ça a été le téléphone, évidemment, avec ses appareils photo qui sont de plus en plus performants. Ce qui veut dire que tout le monde a un appareil photo au fond de sa poche. Les téléphones intelligents avec appareil photo ont littéralement brisé le marché du petit appareil. Il en reste encore quelques-uns, mais pas beaucoup. Et du coup, tout le monde est devenu photographe. Alors, dans tous les événements, on voit tout le monde le bras dans les airs, faire des photos, des vidéos même, et certains grands-parents qui n'hésitent pas à lever un iPad pour faire des photos avec ça. C'est un peu gros, il faudrait dire aux grands-parents que ça cache la vue à tout le monde. Et en plus d'avoir un appareil dans le fond de sa poche, on peut les partager tout de suite avec le monde entier, sur Facebook, sur Instagram et d'autres réseaux sociaux. Je voudrais quand même dire aux amateurs d'iphonographie, les gens qui font des photos avec l'iPhone et d'autres appareils intelligents, que ce n'est pas une façon d'archiver vos photos, de les mettre sur des réseaux sociaux, parce que la plupart réduisent la qualité de vos photos. Assurez-vous de les copier sur un disque dur, sur un ordinateur. Et aussi, assurez-vous que vos réglages pour la prise de photos soient au maximum de qualité. Parce que, assez étonnamment, on peut très bien faire des agrandissements de taille très respectable avec des photos prises avec un téléphone. Revenons à cette boîte de photos de famille. Du plus loin que je me souvienne, il y a toujours eu une boîte de photos de famille à la maison, dans la maison où mes parents ont vécu pratiquement toute leur vie adulte. Qu'est-ce qu'elle contenait? Évidemment, des photographies surtout en noir et blanc, des photographies des enfants, de la famille immédiate, des parents, des premiers jours d'école, des fêtes, des tantes et des oncles, des grands-parents, de la maison familiale des grands-parents, aussi des cartes mortuaires, des photos de photomatons, toutes sortes de photographies. Je me souviens même d'une photo où ma mère apparaissait en compagnie d'un garçon et elle avait supprimé le visage du garçon avec un poinçon. Alors je me dis peut-être qu'elle aurait pu simplement jeter la photo, mais j'imagine qu'elle aimait beaucoup son apparence et son sourire à elle et voulait garder la photo sans voir le visage de ce personnage
qui visiblement n'avait pas plu à ma mère. Sérieusement, je m'ennuie beaucoup de cette boîte de photos de famille qu'on sortait les jours de pluie. 3-4 fois par année, les enfants, on jouait dans ça, on manipulait les photographies, on posait des questions à notre mère, parce qu'on avait dans cette boîte de photos de famille des gens que nous ne connaissions pas, nous les enfants. Alors il fallait la parole de notre mère ou de notre père pour savoir qui c'était, qu'est-ce qui s'était passé et constituer l'histoire de la famille. Parce que si vous prenez une boîte de photos de famille que vous mettez dans une autre famille, ça ne veut plus rien dire. Alors, ces photos ont besoin de la parole des plus vieux pour faire vivre des personnages qui sont peut-être décédés aujourd'hui, qui sont disparus, mais qui vivent encore grâce à ces photos. Alors, c'est précieux comme outil. Moi, je me dis, après cette réflexion, que j'en ai pas de boîte de photos de famille dans la maison et je vais en faire une, je vais en constituer une, d'autant plus qu'aujourd'hui, avec les moyens que nous avons, on peut reproduire ces photos presque à l'infini. On peut laisser traîner la boîte de photos, que les enfants s'amusent dedans, les déchirent, les découpent, les colorent, etc. Ça ne fait que des souvenirs. Et vous, est-ce qu'il y avait dans votre famille une boîte de photos de famille? Que s'est-il passé avec cette photo à la disparition de vos parents? Hein? Répondez-moi dans les commentaires en bas. En terminant sur cette photo qui me fait toujours rigoler, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis au revoir, à la semaine prochaine. Bye bye.